Bienvenue à toutes et tous pour cette table ronde intitulée «Quelle source de financement pour faire autrement?» Je me présente très rapidement. Je suis Guillaume Cagneux, je suis consultant en stratégie et transformation, associé du cabinet CMI. Nous, on intervient auprès des acteurs publics, des acteurs de la santé, des infrastructures, mais également, on a une particularité, c'est d'intervenir aussi auprès des acteurs de l'investissement privé et également public. Donc, on a une position assez moyenne par rapport à nos clients. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu absolument extraordinaire pour aborder cette question du financement, qui est une question cruciale, financement des projets dont l'ambition est de faire autrement. Faire autrement, c'est quoi? C'est contribuer aux enjeux sociaux et environnementaux. Et je dirais qu'en guise de propos introductifs, le faire autrement, c'est l'économie sociale et solidaire, d'une certaine manière. Cette économie sociale et solidaire, elle s'est imposée comme une troisième voie entre une économie de marché, une économie publique, vraiment à l'intersection de ce marché, de l'État et de l'organisation et des organisations communautaires. C'est un tiers secteur qui opère de manière à pallier les défaillances du marché, de l'État, en termes de production, de répartition et de réallocation des richesses. Ce que l'on voit au cours des dernières années, c'est que les enjeux environnementaux et sociaux deviennent de plus en plus prégnants et l'écosystème de l'ESS s'est structuré au fil du temps, s'est diversifié et puis il s'est également, de manière assez remarquable, pris des formes de plus en plus diverses et des moyens et des champs d'action amplifiés. Aujourd'hui, on a de nouveaux modèles qui émergent pour faire autrement, qui coexistent sans se substituer aux uns aux autres. Et parfois, certains sont dans des logiques philanthropiques, d'autres sont dans des logiques non marchandes. Et puis, certains sont plutôt orientés sur des logiques un peu plus économiques. Donc, indépendamment de tous ces aspects normatifs qui sous-tendent l'action des acteurs de l'ESS, on va prendre aujourd'hui de manière très concrète quelques exemples. Je vais introduire rapidement les participants avant de continuer mon propos introductif. Donc, avec nous, nous avons Fanny Bénard, qui est cofondatrice, directrice générale du cabinet de conseil Payurway, donc conseil en achat responsable, et qui va représenter aujourd'hui l'opération Milliard. Tu nous en diras plus dans quelques instants, Fanny. Antoine, qui est chargé de développement pour 1% pour la planète, France. On a également avec nous Clément Benamou. Clément qui est directeur des investissements de la plateforme de financement LITA. Tu nous présenteras également ce concept. Et Benoît Granger, qui représente FAIR, Finansol, qui intervient et dont la mission est de promouvoir la finance à impact social. Alors, pour continuer rapidement mon petit tour d'horizon, le constat qu'on fait, c'est que l'écosystème des acteurs de l'ESS est en assez forte évolution. En fait, l'ESS, c'est un modèle entrepreneurial qui s'est développé dans les années 70 comme alternative à des politiques verticales visant à créer de la valeur sociale et environnementale. C'est un modèle ou des modèles qui s'inspirent de principes d'horizontalité et qui sont plutôt dans une logique ascendante. Et jusqu'à peu, l'ESS s'inscrivait surtout dans une logique finalement presque statutaire de modèles coopératifs et non lucratifs qui sont issus du 19e siècle et de la révolution industrielle. Modèle mutualiste, corporatiste, d'association, voilà. Depuis 2014, la loi du 31 juillet 2014 et la loi Hamon, l'ESS s'est doté d'un cadre juridique. Ça, c'est quelque chose qui a énormément structuré l'activité de l'ESS et c'est un cadre juridique qui définit cette économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre et de développement économique pour tout domaine d'activité humaine auquel adhère un groupe de personnes morales de droit privé. Alors, il y a quelques conditions qui sont importantes et essentielles dans cette économie sociale et solidaire. C'est que le but poursuivi doit être autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique
je pense qu'on y reviendra dans quelques instants, définie, organisée par des statuts qui permet aux différentes parties prenantes de contribuer aux réalisations de l'entreprise, et puis des principes de gestion où notamment les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien et de développement de l'activité de l'entreprise. Alors, l'arrivée d'une définition et d'un cadre organisationnel et d'un cadre institutionnel formel a vocation à structurer, à permettre aussi aux autorités publiques de canaliser l'innovation sociale et permet aussi des actions de financement plus structurées. Donc, on peut voir ça comme un élément positif, mais c'est aussi une forme de structuration dans un écosystème qui, par nature, peut être plus local, plus divers. Et donc, on va retrouver derrière l'économie sociale et solidaire des formes assez traditionnelles qu'on retrouvait avant la loi Hamon, donc les associations 1901, les fondations de personnes d'entreprise, les mutuelles, les coopératives bien évidemment avec leurs deux familles, les sociétés coopératives et participatives, donc les fameuses SCOP, et puis également les SCIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et puis un des apports de la loi Hamon, c'est d'introduire les objets lucratifs dans le panorama et le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc toute entreprise commerciale qui respecte les principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, on assiste donc au travers de ces mouvements-là à une hybridation du modèle de l'économie sociale et solidaire qui repose désormais sur des logiques qui sont non lucratives, mais également sur des logiques lucratives. Et donc ça, c'est un élément essentiel dans l'organisation. Et là, la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement et l'émergence d'institutions financières qui sont plus spécialisées. Donc, on assiste là à une diversification des différents mécanismes de financement. Parallèlement, on voit une démarche qui est complémentaire et qui d'ailleurs peut être un levier de créateur de valeur pour les démarches ESS, qui est l'impact. Alors, je peux rentrer rapidement dans la notion d'impact, mais c'est une notion dont la définition est protéiforme, dirons-nous. Donc, elle est à l'origine empruntée aux politiques publiques et cette notion d'impact a permis aux acteurs de l'ESS de faire valoir leurs actions en matière sociale et environnementale. Elle permet également de structurer, elle permet également d'attirer des investisseurs, mais également mettre en place des mécanismes de financement ou des mécanismes de subvention. Plus récemment, les entreprises de l'économie traditionnelle se sont intéressées à ces logiques d'impact. Si je vous donne une des définitions qui existent, il y en a plusieurs, mais je vais retenir celle de l'EFRAG, donc qui est une association européenne auquel les institutions européennes sur le plan technique, confie un certain nombre de travaux, et notamment en matière de reporting extra-financier. L'impact est défini comme l'effet qu'une entreprise a ou peut avoir sur l'économie, l'environnement, les populations, incluant notamment son effet sur les droits humains comme résultat des activités ou des relations d'affaires de l'entreprise. Les impacts peuvent être avérés, potentiels, négatifs, positifs, à long, court, moyen terme, intentionnel ou non, réversible, irréversible. Vous voyez là que la définition est quand même très très large et très englobante dans sa terminologie et dans les mots qui sont employés. La définition précise toutefois que la notion d'impact vise la contribution de l'entreprise, négative ou positive, au développement durable. Donc, les entreprises s'ouvrent ainsi au champ de l'ESS d'une certaine manière avec ce type de définition autour de l'impact. Et ce qu'on constate, c'est que les acteurs du monde financier, parallèlement au monde de l'entreprise qui évolue pour prendre en compte ces définitions extra-financières et d'impact, s'intéressent justement non plus uniquement à la performance financière, donc à des questions de rentabilité, de retour sur investissement, mais s'intéressent progressivement de plus en plus aux notions de performance extra-financière. Donc, ils commencent également, dans leur choix d'investissement, à tenir compte des critères environnementaux et sociaux ou des critères d'impact, en sus des critères de rentabilité.
Bon, ils sont effectivement accompagnés en cela également dans l'évolution du cadre législatif et du cadre réglementaire, notamment avec tout ce qui contribue au Green Deal porté par l'Union européenne, et notamment la mise en place de directives au nom parfois un peu barbares, CSRD, SFDR, la taxonomie, les principes de double matérialité. Bref, on voit une appropriation de la notion d'impact par la sphère traditionnelle économique qui, en ricochet, va transformer ces modes d'action et ces modes de financement et donc s'ouvrir plus largement à tout projet qui est porteur d'une ambition sociale ou environnementale. Là, je vous ai présenté rapidement ces deux grandes familles et ces deux grandes évolutions, celle du monde de l'économie sociale et solidaire et celle de l'entreprise, finalement, plus traditionnelle et du monde économique traditionnel vers des notions d'impact. La question centrale qui nous occupe aujourd'hui, avant de rentrer dans le débat, c'est la question du financement. Et finalement, l'élargissement du scope de l'économie sociale et solidaire, mais également l'intérêt de l'entreprise pour les questions sociales et environnementales, permet une augmentation du nombre de sources et d'outils de financement qui sont à disposition des entreprises de l'ESS ou de tout projet à impact. Alors, ces entreprises, elles ont besoin, comme toute entreprise, de couvrir leurs coûts, de dégager des marges de manœuvre financières pour investir, accroître leur activité. Et donc, les systèmes de financement vont chercher à aborder un tissu d'entreprise de l'ESS qui est assez hétérogène, avec des toutes petites structures, des structures de taille un peu plus importante, pouvant être locales, avec des portées géographiques plus importantes, et du coup qui recouvrent des réalités financières, des besoins en financement extrêmement divers. Nous avons aujourd'hui en face un système de financement qui combine différentes sources, l'épargne individuelle des particuliers. Nous avons également l'épargne collective des salariés. Nous avons bien sûr les ressources des institutions financières plus ou moins spécialisées et des ressources publiques qui viennent des collectivités territoriales, de l'État, de l'Union européenne, bref, différents acteurs publics. Ça, c'est quelque chose de plutôt positif puisqu'on a une mixité de modes de financement. C'est un atout qui est à préserver et pour le financement de ces différents projets. Et les évolutions récentes de législation nous permettent encore d'accroître la taille de l'écosystème du financement de l'économie sociale et solidaire en accueillant de nouveaux acteurs. On a désormais des investisseurs solidaires, des fonds solidaires, des fonds d'investissement solidaires, des investisseurs à impact. On a également l'intervention de manière plus structurelle depuis la loi Hamon de la BPI, donc de la Banque publique d'investissement, mais également de l'ensemble du groupe Caisse des dépôts de la Banque des territoires. On a cette multiplication d'acteurs, et il y en a plein d'autres que je ne cite pas ici, se double également d'un développement du portefeuille des outils et des moyens de financement qui s'étoffent au fil du temps. Alors évidemment, le financement s'appuie sur des outils tout à fait standards, les financements en fonds propres, les prêts, les garanties, les subventions, le don, le mécénat. Donc ces outils-là sont tout à fait traditionnels et existent depuis de nombreuses années, mais également de nouvelles modalités de financement émergent, plus ou moins récentes. L'introduction des fonds solidaires, des fonds 90-10 du début des années 2000, la loi Fabius. On a également les contrats à impact social 2016. On a également des outils peut-être un peu plus récents, les titres associatifs, les certificats paritaires. Bref, vous voyez une multiplication des investissements et également l'émergence des formes de financement et également l'arrivée d'acteurs, de nouveaux acteurs au travers de plateformes de financement ou de prêts participatifs. On parlera de l'ITA dans quelques instants. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce propos introductif ? Si on doit retenir 3 points, c'est qu'on a une économie sociale et solidaire qui poursuit son essor, se dote d'un cadre plus structuré, s'ouvre aux entreprises lucratives, et puis parallèlement, on a le monde de l'entreprise, les acteurs du financement traditionnel
qui, eux, se tournent également vers une intégration plus poussée, souvent sous le coup de la législation et des efforts réglementaires, mais qui se tournent de plus en plus vers les enjeux environnementaux et sociaux. Ils abandonnent une stricte vision d'une performance économique, financière, pour intégrer une performance extra-financière. Alors, c'est un double mouvement, il est convergence. Il y a un point de rencontre et c'est ce point de rencontre qui constitue une dynamique plutôt positive pour l'ensemble des projets et donc qui nous laisse penser, en tout cas en première instance, que les modes de financement se multiplient et la capacité à financer les projets de l'économie sociale et solidaire s'ouvre et se multiplie. Sur cette dynamique assez positive, j'ai envie d'en débattre avec les uns et les autres autour de la table, qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce point de vue d'ailleurs. Pour débuter, je vais vous proposer un tour de présentation rapide des différents participants. Donc je vais passer le micro à Fanny pour présenter l'opération Milliard. Les projets, sa raison d'être, qu'est-ce que vous souhaitez financer ? Fanny, c'est à toi. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Alors, l'opération Milliard, elle part d'un constat qui est qui va peut-être amener un petit peu de nuance aux propos introductifs, même si je pense qu'on partage bien des éléments. Il part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, des structures qui veulent faire autrement, comme le nom de ce festival, elles existent, que ce soit des entreprises, des associations et même des projets dans les territoires, des tiers-lieux. Enfin, on a aujourd'hui quand même de plus en plus de structures, d'organisations qui essaient de faire autrement pour avoir un impact social plus important et pour contribuer à la transition écologique, à des nouveaux modèles, etc. Donc ça, je pense que sur le constat, on est d'accord que cette effusion de projets, d'entreprises, d'associations, elle existe. Et on est toutes et tous, nous, dirigeants, porteurs de projets, militants associatifs, persuadés que ce sont ces modèles qui devraient devenir majoritaires et qui devraient devenir l'économie, le fonctionnement de demain. Sauf que dans nos projets, on se rend compte qu'on a quand même du mal à se financer. Alors même si, en effet, il y a de plus en plus de nouveaux modèles de financement, on a du mal à se financer, notamment quand on est des structures qui essayent de mettre en place des systèmes qui sont basés sur les principes de l'ESS, de répartition de la valeur, qui soient plus justes et de gouvernance qui soient plus démocratiques. Je vais prendre l'exemple que celui qui a lancé l'appel de l'opération Milliard et qui s'appelle Bastien Siby et qui était président de Mobicop a lancé en disant aujourd'hui, quand on est une coopérative, les investisseurs qui viennent chez nous, s'ils investissent, quel que soit le montant qu'ils investissent, ils auront une voix, comme tout le monde. Donc, moins d'impact sur la gouvernance. Et puis, on n'est pas des machines à cash, on est des organisations humaines. On n'est pas là pour sortir de l'argent, mais pour mieux payer nos salariés et pas forcément rémunérer le capital. Et donc, ils auront qu'une voix. Et en plus, ils n'auront pas forcément le retour sur investissement qu'ils demandent. Et donc, on a du mal à se financer, notamment pour ces raisons, mais il y en a plein d'autres. Or, si on veut devenir le modèle de demain, il y a un moment, il faut qu'on prenne de l'échelle, comme on dit. Il faut qu'on grandisse, il faut qu'on se développe. Et donc, comment on fait ? Alors, l'idée, c'est de devenir, donc ça, c'était le pourquoi on existe, de devenir ce qu'on appelle, nous, une force d'action civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes membre de l'opération Milliard, vous y êtes en tant qu'individu, en tant qu'individu qui a envie de monter justement quelque chose, qui est d'aller chercher 1 milliard d'euros et de définir ensemble et collectivement la façon dont ça va être distribué. Donc, à la question « Quel projet va-t-on financer ?» Je ne sais pas encore, puisqu'on vient de se lancer et de commencer à travailler sur ces sujets. On est aujourd'hui en train d'interroger d'un côté les épargnants, de l'autre côté les sources les financeurs, ceux qui existent déjà, parce que l'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est plutôt de réfléchir des financements qui existeraient déjà et autour d'un récit qu'on est en train de construire aussi, mais qui s'articule autour d'organisations démocratiques, de transition écologique juste et de non-enrichissement personnel, mais plutôt de meilleure répartition de la valeur. Donc, on travaille à ça, mais en se disant aujourd'hui, face à ces difficultés de financement et face à la certitude qu'on a que c'est nos modèles qui doivent se développer, on va aller le chercher nous-mêmes, ce milliard, et le distribuer. Merci Fanny. Antoine, alors toi tu représentes 1% pour la planète.
Oui, bah déjà bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui seraient pas forcément familiers avec le mouvement One Person for the Planet, c'est une initiative du fondateur de Patagonia, donc la marque de vêtements qui est assez engagée et qui est considérée comme des pionniers dans certains sujets, notamment environnementaux. Cette personne qui est Yvon Chouinard, donc il a créé Patagonia et il a commencé à se rendre compte des impacts de son entreprise déjà sur l'environnement. Il a commencé par faire des dons à des associations localement. Et petit à petit, il s'est amené à se poser la question de se dire comment est-ce que je fais pour inciter aussi d'autres entreprises finalement à faire la même chose et à soutenir des associations environnementales. Donc sur ce constat-là, en 2002, il a lancé donc le collectif One Person for the Planet. En l'espace d'une vingtaine d'années, actuellement, là, on a 6000 membres à travers le monde. 5000, autant pour moi, qui financent 6500 associations de protection de l'environnement. Et ces associations de protection de l'environnement, elles agissent sur toutes les thématiques environnementales. Ça peut être des thématiques en lien avec les rivières et les océans, ça peut être des thématiques en lien avec les forêts, la biodiversité, c'est des thématiques en lien avec les différents types de pollution auxquelles on peut faire face. Depuis la création en 2002, il y a 600 millions de dollars de dons qui ont été certifiés, qui ont été donc du coup donnés à ces associations de protection de l'environnement. Les constats et la raison d'être, en fait, je pense que, si vous êtes sur ce festival, c'est que vous avez conscience aussi sans doute des enjeux auxquels on fait face. Les enjeux, on peut les répéter, mais c'est un réchauffement à plus 2,5, plus 3 degrés d'ici la fin du siècle. C'est un niveau de pollution sans précédent. C'est des espaces naturels qui se tarisent, des ressources en eau qui diminuent, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment faire autrement, comment financer aussi ces associations. L'autre constat, c'est que les associations et les associations environnementales, mais de manière générale, passent beaucoup de temps à chercher des fonds. Les chiffres, c'est entre 10 et 40% du temps des associations qui sont consacrés à la recherche de fonds. Et donc, c'est autant de temps qui ne sont pas consacrés finalement à leur mission d'origine, qui est la protection de l'environnement. Donc, la mission du 1% pour la planète, c'est d'aller chercher plus de financement pour pouvoir financer ces associations et les projets. Concernant justement peut-être quelques projets, on va financer aussi bien des petites associations que des grosses associations. Donc ça peut être par exemple des assos comme le WWF que vous connaissez sans doute, Sea Shepherd, etc. Mais ça peut aussi être des petites associations locales et ça peut être autant des projets de terrain que des projets de plaidoyer. Donc des plaidoyers sur le plastique. Il peut y avoir donc justement ce plaidoyer-là et il peut y avoir des opérations de ramassage de déchets. Donc en fait, ça va être un ensemble. Pareil sur les forêts, ça peut être de la reforestation ou ça peut être du plaidoyer comme Canopée, par exemple, avec au niveau étatique pour aller essayer de faire changer les lois. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, on va continuer notre petit tour de table de présentation des uns et des autres. Donc, Clément, toi, tu représentes l'ITA, plateforme de financement pour des projets à impact. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Clément Benamou, je suis directeur d'investissement chez l'ITA. Et donc, juste à main levée, qui connaît l'ITA ? Ok, quand même. Merci. Donc, l'ITA... c'est ça. Donc l'ITA, c'est une plateforme d'investissement citoyen qui investit auprès d'entreprises et de coopératives de la transition écologique et sociale. Donc notre métier, c'est assez simple, c'est qu'on essaie de trouver des entreprises ou des coopératives qui ont un objectif de transition fort, réel, systémique. D'un côté, elles ont besoin de financement, et de l'autre côté, il y a des citoyens et des citoyennes qui ont une épargne et qui veulent placer leur argent à un endroit où il y a du sens pour eux et elles. Et donc nous, on est là pour essayer de faire en sorte que ces personnes se rencontrent et aussi se comprennent. On est là pour essayer aussi de faire le métier classique du financeur, c'est-à-dire d'évaluer les risques et de présenter de la manière la plus transparente possible les projets qu'on met sur la plateforme. Après, donc l'ITA, ça a 9 ans. Ça a été créé par Eva Sadoun, que vous connaissez aussi peut-être, donc, qui était présidente du mouvement Impact France pendant 3 ans.
et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une économie à nous, que je vous recommande. Et pour vous donner quelques chiffres, on a levé donc depuis 9 ans 150 millions d'euros pour 300 entreprises et coopératives. Voilà, on a financé l'année dernière pour 40 millions d'euros là, sur ces 150 millions. Et qu'il y a encore en est 60 et on continue à avancer et on a créé une autre entité au sein de l'ITA qui s'appelle Rift, qui est une application qui est complètement gratuite pour organiser la transparence de l'épargne, puisqu'on ça on pourra sûrement y revenir, mais le sujet, la thèse de base de l'ITA, c'est que avant le financement citoyen, il n'y avait pas de circuit court de la finance. Et du coup, la finance aujourd'hui, principalement, est intermédiaire avec 1, 2, 3, 4 intermédiaires. Et que ce faisant, on perd l'information et on perd en fait finalement le désir et la volonté de l'épargnant se noie dans ces différents intermédiaires, ces différentes institutions. Et on en arrive en bout de chaîne à des personnes, à des institutions qui ont pour objectif principal le rendement, parce que c'est la seule chose qu'on sait quantifier. Et ça, c'est en train de changer heureusement, mais c'est la plus grosse problématique. Et donc cette absence de transparence fait que du coup, quand on a de l'argent sur un compte épargne ou voire même sur son compte en banque classique, en fait, on ne sait pas vraiment où il va. Et Rift, ça agrège beaucoup de données. C'est un peu comme Yuka. Vous pouvez scanner votre épargne et dire, en fait, cette épargne-là, placée dans telle banque ou sur telle assurance vie, en fait, est investie à tel endroit, et avec du coup derrière tous les sujets d'impact que ça peut avoir en termes notamment carbone et environnementaux. Donc ça, c'est Rift, et c'est une activité qui est complémentaire à l'ITA. Voilà. Merci Clément. Benoît. Bonjour, je représente ici FAIR, qui est le nouveau nom de Finansol. Je vais faire comme toi le test notoriété. Qui connaît Finansol, enfin le nom de Finansol? Ah, il y en a qu'un, 2, 3, 4. Voilà. Alors là, je suis vraiment furieux. Écoute, t'as 10 ans d'âge ou 12 ans d'âge, moi j'ai 30 ans d'âge et bon. Bon, bref. C'est pas très grave. En réalité, que Finansol, le nom de Finansol, qui s'appelle FAIR aujourd'hui, FAIR, F-A-I-R, qu'il ne soit pas très connu du public, c'est pas très grave. C'est une organisation qui est l'association ombrelle qui réunit ceux qui ont le fric et ceux qui engagent le fric. Ceux qui ont le fric, c'est tous les gros membres de FAIR, c'est BNP, c'est Maïf, Massif, c'est la Générale, c'est etc., etc. Enfin, vraiment tous les gros, ceux qui sont de la banque, de l'assurance, des mutuelles, etc. Et eux, ils gèrent les grosses épargnes. Et ceux qui engagent, ceux-là, vous les connaissez sans doute. Peut-être l'ITA, j'en sais rien, mais en tous les cas, l'ADI, ça vous dit quelque chose? Oui, rassurez-moi. La ADI, le microcrédit, oui, ça va. France Active, ça vous dit quelque chose aussi? Oui. Oui, France Active, ok. Bon, et puis toute la bande Habitat Humanisme, ça vous parle peut-être, non? Enfin bref, une quarantaine, une soixantaine d'organisations de différents statuts, que ce soit des associations, des sociétés d'investissement, des mini-banques, des futures banques. La NEF, par exemple, qui n'est pas sociétaire de la NEF, qui ose ne pas être sociétaire de la NEF autour de cette table? Non mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec votre pognon? Il n'y a pas que Rift, il y a la NEF. Donc voilà, c'est une organisation assez modeste, ça doit être 20 salariés à Paris, mais qui fait de la coordination, de l'animation et du développement pour le compte de cette rencontre improbable qui sont le gros fric d'un côté et ceux qui engagent le fric de l'autre côté sur des critères, précisément on y est, qui sont essentiellement ESS. Le slogan de FAIR jusqu'à ces dernières années, c'était la finance solidaire, et c'est devenu, pour élargir un peu le spectre et être plus clair sur le message, la finance et l'investissement à impact social et environnemental. On ne se contente pas de l'impact, bien entendu, parce que c'est quand même un peu trop fastoche. Donc voilà. C'est une grande et belle organisation. Comme on peut pas projeter, j'avais un slide qui vous aurait donné tout le paysage en un coup d'œil. Comme on ne peut pas projeter ici, je vous encourage vivement à googler FAIR Finance et vous allez tomber sur. C'est important parce que je suppose que les personnes qui sont ici ont toutes des projets à financer. Ouais, hein. Bon. Et bien, si vous avez des projets à financer, vous allez trouver toute la famille des financeurs, ceux qui vous intéressent, sur le site de FAIR.
Donc, allez-y, vraiment, c'est très concret, c'est les montants, les conditions, le champ d'action, etc., etc. Donc, je pense que c'est important d'y aller. Je voudrais juste terminer en 2 minutes, si tu permets. Je t'en prie. Merci, c'est gentil de ta part. Est-ce que vous savez si vous êtes actionnaire de Total Energy? Oui, il faut aller sur Rift. Mais tu auras 10% de la réponse sur Rift. Vous savez pas si vous êtes... non, hein, indirectement, je veux dire. Vous savez pas, hein. Eh bien, c'est là le deuxième pan, si vous voulez, de la finance solidaire et de la finance à impact, c'est savoir, vous avez des projets, vous allez faire financer vos projets, ok, mais qu'est-ce que vous faites de votre épargne? Est-ce que vous savez où est votre compte courant, bien entendu, pas de problème, dans une banque, mais votre épargne, votre livret A, votre assurance vie, votre PEA, si vous avez des PEA, vos trucs, vos machins. Vous savez où ils sont? À peu près? Un peu? Pas du tout? Eh bien, c'est le gros problème que nous avons actuellement. Nous avons, à l'initiative d'ailleurs de FAIRE, quand j'y travaillais, pas de FAIRE, mais de France Active, quand j'y travaillais dans les années 90, nous avons inventé des fonds communs de placement qui permettent d'avoir des objectifs de rentabilité tout à fait convenables, mais qui permettent aussi d'utiliser entre 5% et 10% de ces fonds communs de placement pour financer le type de projet dont nous parlons aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans un fonds comme ça, vous avez à peu près, 3 chances sur 4 d'être actionnaire de Total Energy sans le savoir. Parce que c'est une des lignes d'un fonds obscur, machin, des milliers de fonds, cotés ou non cotés. Pareil, il y a des dizaines de milliers en Europe. Si vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a dans votre portefeuille, dans vos portefeuilles d'épargne, eh bien, vous risquez fort de vous marcher sur les pieds, on dit un truc comme ça, parce que d'un côté, vous êtes associé à des projets qui sont ESS, impact, qui font du bien à la planète, etc. Et de l'autre côté, votre banquier ou votre gestionnaire, qui vous fait des beaux sourires, comme vous allez le voir, puisque vous lui confiez votre argent à gérer. De l'autre côté, votre gestionnaire rajoute une petite ligne de Total Energy dans l'un des fonds qu'il vous a vendu. Donc, Rift est une belle initiative. Les fonds 90-10, ça aussi, googlez, vous verrez, il y a des explications tout à fait claires et concrètes. En tant qu'épargnant, vous devez absolument vous intéresser à ce que fabrique et finance votre épargne, à mon avis. Et donc, c'est là où le label Finansol apporte une clarté. C'est là, c'est un peu complaisant comme passage mais c'est là où le label Finansol vous apporte un peu de sécurité. Il y a des fonds avec des labels, des fonds sans label. Eh bien, prenez des fonds sur lesquels il y a marqué label Finansol, où vous pourrez être rassuré. Vous ne financez que des bonnes choses pour la planète et pour la société. Alors, je vais te repasser la parole, Fanny. Alors, tu as déjà commencé à aborder la question du financement de la transition écologique juste. Je reprends les termes du manifeste. Voilà. Et dans le manifeste, vous indiquez que les organisations sont sous-financées. Donc, comme on est pour parler là du financement des projets et de financer autrement, vous indiquez dans votre manifeste, le monde financier actuel repose principalement sur une rentabilité forte du capital, des méthodes comptables du XXe siècle et favorise les investissements technologiques et la surconsommation au détriment des investissements vertueux, avec pour conséquence un sous-financement de vos projets. Quel est un petit peu ces enjeux et les difficultés, tu as commencé à l'esquisser, mais que vous recensez à l'opération Milliard par rapport au financement des projets à enjeu social ou environnemental? En fait, quand on prend des exemples particuliers de projets qui cherchent à se financer et qu'on les compare, je vais vous donner 2 exemples, mais à des projets technologiques, on voit des gaps de financement qui sont... j'ai un poste. Ça va le son, qui sont impressionnants. Je parlais de Bastien Siby tout à l'heure. On a commencé, quand on a fait le lancement de l'opération Milliard, il donnait l'exemple de la levée de fonds pour Mobicop, donc l'entreprise la coopérative qui précédait, en comparaison à son concurrent que vous connaissez tous et qui fait du covoiturage, j'imagine que le nom vous vient rapidement en tête, qui ont les mêmes business models, enfin les mêmes, en tout cas, activités. En fait...
Mobicop lève 10 fois moins que son concurrent, pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, plutôt sur les thèses d'investissement. Sur les sujets technologiques et digitaux, je vais prendre des exemples qui viennent plutôt de mon entreprise. Aujourd'hui, chez nous, on vend pas de plateforme, on vend pas d'outils, on vend du jus de cerveau. Enfin, moi, je suis consultante, donc je vends du temps de moi qui essaie de donner de l'expertise et du conseil à mes clients. Aujourd'hui, on perd des appels d'offres face à des gens qui arrivent avec des solutions technologiques qui ne répondent pas du tout aux besoins de nos clients, mais qui sont des solutions technologiques, et donc à qui on va verser des centaines de milliers d'euros parce qu'il y a un outil, une plateforme, etc. Donc, quand on travaille sur l'humain, je parlais de la répartition de la valeur, je parlais des nouveaux fonctionnements, etc., sur des modèles qui prennent du jus de cerveau, du temps, et quand on dirige aussi ces organisations, quand on met en place des gouvernances, la démocratie, je travaille en parallèle, j'ai des engagements politiques sur les sujets de démocratie directe, participative et des sujets de citoyenneté. Tout ça, ça prend du temps. Ça va beaucoup moins vite que des plateformes technologiques. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile à financer parce qu'il n'y a pas le truc qui miroite de l'outil technologique. De la même façon, aujourd'hui, quand on va chercher des solutions en libre, par exemple, elles vont être souvent moins sexy que des solutions... On parlait de Google tout à l'heure, mais parce qu'aussi elles ont moins de financement. C'est aujourd'hui, quand on parlait d'associations ou dans nos domaines, en général aussi, on est moins rémunéré que si on va dans des très grosses entreprises. Donc tout ça, ça fait un contexte qui fait que on a moins d'argent, on est moins bien rémunéré, en même temps on fait des choses qui prennent plus de temps, qui ont plus de liens humains, etc. Et donc on a du mal à se développer. Mais ça, c'est des exemples. Enfin, je vous donne l'exemple de l'outil digital, je vous donne l'exemple de Mobicop. On va en trouver plein des exemples comme ça, même dans le monde associatif aujourd'hui, quand il faut répondre à des appels à projets, plus que l'impact concret qu'on va avoir sur la vie des gens. Parfois, il faut rendre un truc un peu shiny, un événement, des logos partout et une plateforme digitale parce que c'est super à la mode. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut financer des gens qui travaillent sur l'innovation sociale et environnementale et pas forcément sur l'innovation technologique? Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'innovation technologique, mais c'est pas ça qu'on dit, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en se posant la question justement de l'impact sur les personnes et sur l'environnement avant de se poser la question de c'est joli parce que c'est de la tech. Et aujourd'hui, on voit des surfinancements d'outils technologiques qui n'ont pas forcément de sens, qui créent des nouveaux besoins de consommation, qui ont des impacts sur l'environnement qui vont être majeurs et qui, eux, n'ont aucun problème à se financer. Et c'est ça aussi un peu le fondement de ce qu'on essaye de faire. Et est-ce que vous avez déjà des premières orientations pour répondre aux besoins de financement? Des premières orientations de mécanismes qui viendraient répondre efficacement aux douleurs que tu mentionnes? Alors, comme je le disais, on est en plein travail. Ce qu'on commence à imaginer comme ligne, c'est de se dire qu'on va d'abord essayer d'aller chercher les gens qui financent déjà. Avec des mécanismes comme l'ITA ou en tout cas des gens qui financent déjà et qui financent dans le cadre qu'on est en train de structurer autour de l'impact dont je parlais, enfin l'innovation sociale et environnementale, la transition écologique juste, l'enjeu démocratique de la gouvernance et puis le non-enrichissement personnel. Donc aller dire à ceux qui ont déjà des financements positifs, entre guillemets, regardez-nous et comment on peut se mettre ensemble. L'idée n'est pas de recréer à 100% quelque chose, d'avoir un fonctionnement en fonds citoyen aussi, et c'est pour ça que l'ITA fait partie des auditions qu'on va avoir dans le cadre du milliard. Et puis, de se dire que cet argent, il va être distribué selon une thèse d'investissement qu'on va construire et aussi certainement en subvention auprès des associations parce que les associations aussi ont besoin de financement. Et aujourd'hui, donner plus de précision que ça, je ne le peux pas puisque, comme je disais, la co-construction, ça prend du temps et qu'on est en train de travailler dessus. Clément, je vais te passer la parole sur les solutions. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de transparence et l'importance que ça pouvait avoir pour l'ITA et Rift. Est-ce que tu vois d'autres freins aujourd'hui identifiés? Quels sont les éléments que les solutions de financement que tu accompagnes, tu proposes mettre en place? Peut-être pour généraliser un peu le propos, je pense qu'il faut revenir aux freins fondamentaux. Le frein fondamental sur le sujet de la finance. Alors déjà, le premier sujet, c'est qu'il faut qu'on sorte de notre niche de financement vert, financement impact, financement de la transition. Moi, je rejoins tout à fait l'ambition de l'opération milliard qui est de dire il y a une vraie ambition de transformation de la société et transformation de l'économie.
Et ça nécessite pas juste un pouillème de quelques euros d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut avoir cette ambition-là. Et pour avoir cette ambition-là, il faut généraliser, démocratiser ces sujets de financement de la transition. Et c'est face à ça qu'on a plusieurs barrières. La première, elle est culturelle, parce qu'on définit souvent la finance comme étant quelque chose de technique. Et c'est éminemment politique, la finance. C'est les choix de société qu'on fait, les choix économiques sont nos choix de société. Et c'est à travers les acteurs de la finance que ces choix de société sont orientés, finalement. Et le fait que les citoyens n'aient aucune prise, aujourd'hui très, très peu de prise sur ça, c'est ça le problème de base. Et ça, c'est un problème culturel parce que la plupart des citoyens qu'on croise, y compris ceux qui sont chez l'ITA, ont besoin d'un tiers de confiance, ont besoin de quelqu'un qui va leur dire t'inquiète pas, moi je suis le technicien, je vais pouvoir t'expliquer. Or, en fait, les choix qui sont derrière les choix de financement, ils sont assez simples. C'est finalement, il faut pas passer par la technique, c'est où est-ce qu'on veut aller, et le financement, c'est juste le médium pour y arriver. Donc, premier frein à lever, c'est culturel, et là, pour le coup, nous, on essaye de le faire à notre niveau, mais ça passe par l'éducation, ça passe par l'information, ça passe par la transparence, qui est en fait le deuxième frein. Aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, il y a très peu d'informations, de traçabilité sur où va l'épargne. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui, encore une fois, où mon épargne, où mon compte courant est fléché, et qu'est-ce que ça va financer à la fin. Est-ce que ça va financer des actions cotées en bourse, que je vais même pas financer d'ailleurs la boîte, je vais aller acheter des actions à un actionnaire qui les a déjà. Est-ce que ça va alimenter une bulle? Ça sert à rien. Voilà. Donc en gros, on ne sait pas. Donc ça c'est le deuxième frein, c'est un frein de transparence, de manque d'information, et voilà. Et puis le troisième point, c'est finalement si on prend le financement dans sa globalité, les plus gros acteurs du financement aujourd'hui, c'est les banques. Aujourd'hui, les banques, c'est les banques françaises, 10 000 milliards d'euros de bilan, donc 10 000 milliards d'euros d'actifs. Et ces actifs, pour la moitié, enfin ces financements, pardon, pour la moitié, ils viennent de l'épargne des citoyens majoritairement. Et je sais pas, main levée, qui a déjà reçu un formulaire pour savoir où allait son épargne? Non. Ouais, j'ai jamais reçu. Donc, et même dans des banques qui sont mutualistes, même dans des banques qui sont coopératives, on n'a pas voix au chapitre, et c'est très difficile d'arriver aux instances qui vont permettre de décider, et c'est de toute façon pas quelque chose de démocratique et de collégial. Donc, pour moi, si on veut passer à l'échelle, il faut à un moment donné réformer le système bancaire et mettre beaucoup plus de participation des citoyens dans les décisions d'investissement et de financement des banques. Je crois que Benoît veut réagir. Je le vois, le bouton sur le... Oui, oui, tu as tout à fait raison. Si tu t'adresses à ta banque, tu ne sauras pas grand-chose. Enfin, ou alors, il faut vraiment insister, secouer les portes et engueuler tout le monde. En revanche, il y a une banque en France où tu sais exactement où est allé ton argent chaque année, c'est la NEF. La NEF, chaque année, tu as à la fin de l'année la liste des entreprises auxquelles la NEF a prêté. Si vous connaissez une autre banque n'importe où en Europe qui fait autant de transparence, je prends. Non, c'est absolument remarquable. Cela dit, la NEF est une petite, minuscule banque qui rend pas tous les services de façon aussi instantanée que les grosses, mais en tous les cas, c'est un gage de transparence. Là. Sachant bien entendu que la NEF ne prête que à des projets précisément, à des projets qui ont du sens, à des TPE, PME qui ont du sens, qui sont dans le bio, qui sont dans l'éducation, dans différents secteurs de ce genre. Donc ça, non seulement ça existe, mais ça peut exister. Mais moi, c'est la raison pour laquelle je mettrais en cause volontiers le comportement des épargnants eux-mêmes. S'ils ne s'intéressent pas à ce que devient leur pognon, pourquoi veux-tu que la banque s'intéresse à ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, etc. Alors que si, y compris votre livret A, ça, vous aurez du mal à savoir ce qui devient. On a un rapport de la Cour des comptes chaque année, vous pouvez le lire, c'est ennuyeux comme la pluie. Mais dès que vous sortez de ce type d'épargne, les autres épargnes que vous avez, y compris vos épargnes en tant que salarié, c'est-à-dire l'épargne salariale, l'épargne retraite, vous devez taper du poing sur la table pour savoir ce que finance vos comptes à terme, vos PEA, encore une fois, vos contrats d'assurance vie, etc., etc. Vous devez le savoir. Bon sang de bonsoir.
pardon, encore 2 minutes. Dans le cadre d'un autre mandat, parce que je ne veux pas quand même aggraver ma situation. Dans le cadre d'un autre mandat, je rencontre, dans le cadre d'un autre label qui labellise de la finance à impact, je rencontre 2 fois par an avec un petit groupe dont je fais partie, des SGP, Sociétés de gestion de patrimoine. C'est-à-dire les gens, les AXA, BNP, HSBC et toute la bande, les gens qui gèrent les 800 milliards de livrets A, les 1400 milliards de contrats d'assurance vie, les je sais pas combien, 2000 milliards de comptes à terme qui traînent dans les banques, qui font partie des 10 000 milliards dont parlait Clément à l'instant. On les rencontre dans le cadre de ce label pour essayer de cadrer un peu est-ce qu'ils respectent les règles que leur impose le label. Mais financer des projets à, c'est quoi chez toi, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million, quelque chose comme ça? Entre 250 000 et 5 millions. Ouais, 5 millions, j'espère que tu n'y vas pas trop souvent, parce que bonjour le risque. Des gens comme ça, quand je leur parle de l'ITA, quand je leur parle du milliard, quand je leur parle de cette ensemble des gens comme ça, ils lèvent les bras aussi en disant, mon pauvre Benoît, on trouve pas les projets, tu vois. Et je dis, mais tu te fous de ma gueule, enfin. Non, c'est pas ça, c'est des gens très sérieux. Ils gèrent, un mec qui gère 200 millions. Voilà. Et il a toute une gamme de fonds, il y en a 6, et sur les 6, il y en a un qui doit être liquide, d'autres qui doivent être en action, un troisième en obligue, un machin international, diversifié, etc., etc. Ils sont obsédés par le benchmark, parce que chacun des 6 fonds doit être au benchmark, c'est-à-dire si le benchmark a fait 3,61, si lui, il fait 3,59, mais il sera viré le lendemain. Enfin, une obsession de la rentabilité qui est absolument déconcertante. Mais surtout, ils sont aveugles. Ils n'ont pas la loupe ou le microscope pour regarder des projets à 200 000 balles, 500 000 balles, a fortiori 50 000 balles. Ils disent « Ah, Benoît, on n'y arrive pas, on connaît pas on n'a pas les projets qui correspondent à nos besoins. » Donc, moi, j'en tire 2 leçons. La première, c'est qu'il faut les secouer très fort, il faut qu'ils changent de culture. Tu parlais de culture tout à l'heure, il faut qu'ils changent de culture. Puis la deuxième leçon, c'est si les épargnants ne disent pas on veut pas de pétrole, on veut du solidaire et de l'impact, ben, ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Alors, il y en a qui le disent un peu brutalement. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé ou sur les réseaux sociaux, Amundi qui s'est fait défoncer la porte, là, il y a 3 ou 4 jours, comme il était impossible d'aller défoncer l'Assemblée générale annuelle de Total Energy, eh bien, ils ont préféré défoncer la porte du principal actionnaire de Total Energy. Des militants un peu radicaux. Il doit y avoir d'autres méthodes. Mais en tous les cas, il y a une demande qui s'exprime, vous voyez. Il faut y aller, quoi. Il y a, toujours chez Amundi, il y a 1200 salariés de 3 ou 4 grandes entreprises françaises qui ont signé une lettre collective en disant à Amundi, si tu modifies pas ta politique d'investissement sur nos fonds, donc des fonds d'épargne salariale et d'épargne retraite, on se casse, on s'en va. Les 1200 salariés, ça leur représentait quand même, je sais pas, entre 10 000 balles et 100 000 balles chacun. Amundi va commencer à... Puis pour l'image de marque, c'est pas bon, quoi. Donc voilà. Donc transparence. Évidemment, transparence. Évidemment, label. De ce que j'entends aussi, c'est et démocratie et reprise du pouvoir du citoyen sur ce qui le concerne, et notamment son argent. Avant tout, avant tout. Non, mais simplement, le citoyen, il ne doit pas croire non plus que tout est possible, tu vois. Quand on rentre dans la logique de alors je veux savoir ce que fait mon gérant de compte, je veux savoir ceci et cela, après il faut savoir lire aussi, il faut savoir comprendre où il est, où on va, etc. Avec les fonds 90-10, c'est vachement simple et vachement facile parce qu'on connaît les entreprises. Les fonds normaux, ordinaires, c'est-à-dire benchmark, là c'est plus compliqué. Antoine, tu as une position un tout petit peu singulière puisque tu représentes une forme de philanthropie d'une certaine manière. Est-ce que tu expérimentes les mêmes types de difficultés ou de retours pour financer des projets ou des associations? Oui, alors déjà peut-être ce que j'ai pas dit tout à l'heure, ce qui est quand même important de le préciser, c'est que dans les 5000 membres à l'international dont je vous parlais, ces 5000 membres s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires, d'où le 1% for the planet, 1% de leur chiffre d'affaires, donc c'est un engagement assez conséquent, soit du périmètre total de l'entreprise, soit d'une marque ou d'une gamme d'un périmètre restreint, ce qui leur permet derrière d'utiliser nos outils de communication. Vous avez peut-être déjà vu le logo sur certains produits ou services.
En ce qui concerne les associations, moi, ce que je remarque au niveau des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de mécènes qui souhaitent financer des projets de terrain ce qu'on remarque chez les associations, c'est qu'elles ont plus de difficultés à financer des frais de fonctionnement, donc c'est-à-dire des salaires en fait, parce que tout comme n'importe quelle structure finalement, une association, elle a des besoins en salariés, en transport, etc., etc. Et finalement, ce sont des mécanismes qui sont assez peu financés. Contrairement au projet, par exemple, un arbre planté, concrètement. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et puis peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'on a fait un bon tour aussi sur l'épargne, on finance notamment une association qui s'appelle Reclaim Finance, et qui fait un boulot, je trouve, assez extraordinaire un peu radical, voilà, sur les investissements. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez, parce qu'il y a une certaine forme d'opacité aussi sur les labels, et justement sur ce label ISR qui veut dire investissement socialement responsable, et qui derrière avait aussi des critères, des notions écologiques. Et finalement, en fait, quand on allait creuser dans ce label, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des projets d'énergie fossile qui étaient financés via ce label, si je me trompe pas. J'aurais peut-être un petit mot à dire là-dessus. Voilà, c'est un exemple de projet qu'on peut soutenir au 1%, mais là, c'est très concret sur la finance, et il y a assez peu d'acteurs finalement qui interviennent sur ce créneau-là. Alors, je crois qu'on a pas mal de porteurs de projets dans la salle. En tout cas, j'imagine. Quels seraient peut-être vos retours d'expérience? Qu'est-ce que vous comprenez de leurs besoins? Et finalement, est-ce que vous avez des conseils à leur donner en tant que porteur de projet? Qui veut prendre la parole? Bien. Benoît. C'est mon ancien métier, c'est pour ça que je veux bien volontiers. Si vous avez, je suppose que vous avez tous des projets à financer dans cette salle, sinon vous ne seriez pas là, j'imagine. Si vous avez des projets à financer, je pense que la méthode est toujours la même. Comme on est dans des projets qui, a priori, n'ont pas une rentabilité financière, commerciale très importante, en tous les cas pas immédiate, un projet de SS ou un projet à impact, ça commence toujours par il faut absolument trouver du cadeau. Il faut aller te voir, parce que il faut commencer par de l'argent subvention, de l'argent mécénat, de l'argent philanthropie, etc. C'est chronologique mon truc, hein. Et d'ailleurs c'est bien qu'on soit tous les trois autour de la table, parce que comme ça fait l'ensemble du marché. On peut pas, à mon avis. En général, quand on crée une association, quand on crée une entreprise solidaire ou une entreprise d'insertion par l'activité économique, on ne peut pas apporter les capitaux dès le départ en allant chercher les actionnaires en disant « Salut les gars, confiez-moi 100 000 balles et rendez-vous dans 10 ans ». Ça ne marche pas, ou ça ne marche pas souvent en tout cas. Donc il faut commencer par ça. Et des cadeaux, de la philanthropie, du mécénat et des subventions, vous connaissez les portes d'entrée, j'imagine. 1% pour la planète en est un, bien entendu, mais il y a aussi une association, Admical, je ne sais pas si ça vous parle, c'est l'association des grands donateurs, fondations, etc., etc. Donc ça, il faut aller chercher dans ces cas-là. Deuxième temps, après, il faut faire la démonstration de la faisabilité. Et c'est là où, dès le départ, on peut s'adresser à l'ITA ou à d'autres, enfin, en tous les cas, à des plateformes de financement participatif. J'étais administrateur jusqu'à l'année dernière de l'association professionnelle. Il en reste, il y en a beaucoup qui font du pur business, de l'immobilier, etc., mais il en reste 3 ou 4, comme l'ITA. Et ça se développe un peu d'ailleurs, qui acceptent de regarder, avec beaucoup de précautions, de regarder des projets qui ne sont pas tout à fait dans le sens business ou avec le vocabulaire est un peu instable, mais avec du sens, avec du social dedans, avec du solidaire, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est d'abord vous allez passer à la bouillette, hein, et puis croyez-moi, l'instruction chez l'État, ça rigole pas, hein. J'ai été obligé d'engueuler Julien il y a pas longtemps parce qu'il prenait pas au sérieux une jeune femme que je lui ai envoyée, et du coup il l'a pris au sérieux, et du coup bon. Et sur la plateforme vous faites une campagne, c'est-à-dire que vous allez les 500 adresses mail que vous avez dans votre portefeuille, eh bien vous allez envoyer aux 500 adresses mail. Tu veux que je prenne le relais peut-être? Comment? Tu veux que je prenne le relais peut-être? Je pense que c'est pas mal. Et puis la troisième, tu vas prendre. Et puis évidemment la troisième phase, effectivement, c'est des fonds propres, c'est-à-dire des actionnaires, et ensuite seulement la banque. La banque sera rassurée si vous avez
lever un financement sur l'ITA, 50 personnes, 200 personnes, que sais-je, la banque sera rassurée par le seul fait qu'il y a 200 personnes qui vous ont pris au sérieux. Donc, vous voyez, il ne faut pas aller à la banque tout nu en disant ah, je veux un peu de fric. Non, non, ça ne marche jamais, ça. Au contraire, il faut y aller en roulant des mécaniques, en disant tu as vu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. À mon avis, c'est quand même ça la bonne méthode pour arriver à financer un projet complexe, difficile à comprendre. Allez, Clément. Ouais. Parce que comme tu as commencé à parler de l'ITA, effectivement, pour compléter, donc moi je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, ça marche pour les entreprises, pour les coopératives et pour les associations. Au début, c'est toujours beaucoup d'énergie et les premiers proches qui font confiance. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, nous, on intervient effectivement souvent en deuxième tour. Alors pour dire très concrètement ce qu'on est en capacité de faire chez l'ITA, donc on couvre tous les sujets de transition écologique et sociale de tous les secteurs, tout ce qui touche à la transition écologique et sociale. C'est des entreprises, des coopératives et parfois des associations qui font généralement 200 à 300 000 euros de chiffre d'affaires déjà, donc qui ont déjà prouvé leur concept, qui sont déjà à une première phase de maturité. Et donc, on finance des besoins qui tournent entre minimum 250 000 et maximum 5 millions. Donc, on fait des projets à 5 millions. Il y en a des beaux projets qui sont à 5 millions, qui sont un peu plus matures, ceux-là aussi. Et donc, ma recommandation, effectivement, c'est de passer par le financement citoyen à partir du moment où vous avez déjà une première preuve du concept, vous avez déjà commencé à avancer, qu'il y a déjà des premières personnes dans votre entourage proche qui vous font confiance pour développer. Et nous, on intervient. Et donc, effectivement, on mobilise. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a 150 000 personnes dans la communauté l'ITA, en l'occurrence, dont 30 000 personnes qui ont déjà investi au moins une fois et certains plusieurs fois. Et donc, du coup, on met ça à disposition. Et après, pour généraliser le sujet, c'est effectivement je reviens complètement ce que tu as dit, les partenaires bancaires, ils arrivent souvent dans un second temps quand il y a moins de risques et donc quand vous avez déjà atteint plusieurs jalons, quoi. Voilà. Oui, Fanny. Ouais, au-delà je vais peut-être essayer d'apporter un autre angle de quand on se lance ou pas d'ailleurs, de la coopération. Je vais essayer d'étayer mon propos. Au-delà de les coopératives, mais de la coopération ou du fait de faire lien. Aujourd'hui, quand on travaille, quand on se lance dans l'opération milliard, on a aussi l'idée de se dire, on veut pas réinventer un truc, on veut fédérer des financeurs, des épargnants, etc. On veut se dire, en fait, il y en a un peu marre qu'on fasse tous nos trucs dans notre coin sur les mêmes sujets et que, alors qu'en fait, en plus, et donc on récupère des pouillèmes à droite à gauche, et donc ça prend un temps monstre parce qu'il faut faire X dossiers pour aller chercher X argent à droite à gauche. Quand on travaille sur les modèles économiques de demain, moi je crois beaucoup à l'arrêt de toute forme de compétition et de domination. C'est peut-être très utopique, mais on est dans un lieu d'utopie, donc allons-y. Et de se dire comment on fait les choses autrement, mais comment on les fait ensemble. Et aujourd'hui, monter son asso qui fait exactement la même chose que l'asso d'en face et où on va se diviser pour avoir le même impact au final et aller chercher chacun un bout du budget plutôt que de se mettre ensemble pour aller chercher le budget commun, c'est pas la philosophie dans laquelle on est. C'est clairement pas la philosophie économique dans laquelle on est, puisque le but, c'est d'écraser le concurrent qui fait la même chose que nous et qu'il faut qu'on gagne plus de fric que lui. Mais c'est aussi pas la philosophie dans laquelle on pousse les associations à être en fait en concurrence les unes avec les autres. Il y a un super rapport qui a été voté à l'unanimité au CESE, si ce n'est hier, il y a quelques jours, sur le financement des associations, porté notamment par Martin Bobel et que je vous invite à lire, qui est super intéressant, où en fait on est en train de recréer de l'économie de marché dans le milieu associatif. C'est quand même assez triste. Donc quand on se lance dans un projet, peut-être que l'idée, c'est de se dire aussi, c'est pas grave si c'est pas mon projet, si c'est pas moi le fondateur, si c'est pas moi la tête du truc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pensé à la même chose et à qui je peux aller donner de l'énergie et avec qui on va pouvoir se mettre ensemble pour capter ensemble des financements et avoir plus d'impact, parce que ce qu'on veut au final, c'est avoir une planète sur laquelle on puisse vivre et qu'on puisse vivre ensemble. Donc ça paraît un peu utopique quand je parle d'absence de compétition dans notre monde, parce qu'on est encore très très dans un monde de compétition, mais je pense que dans les modèles qu'on invente, il y a ça, il y a le fait de coopérer ensemble, le fait de pas se bagarrer les uns les autres, mais de faire ensemble pour pouvoir notamment aller chercher des financements et pas un pouillème à droite à gauche et donc avoir plus d'impact. Antoine, tu as des conseils pour des porteurs de projets ? Sur les porteurs de projets, tout dépend. Nous, on est vraiment sur la thématique environnement, donc c'est assez spécifique. Et justement, pour rebondir sur l'amicale,
les chiffres de la philanthropie environnementale, les projets environnementaux sont financés à moins de 9%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a moins de 9% des flux philanthropiques qui sont fléchés vers la cause environnementale. Donc, nous, c'est notre mission finalement. Et après, s'il y a des porteurs de projets dans l'environnement, c'est déjà est-ce qu'ils sont affiliés au réseau, puisqu'il y a différents réseaux, différents mécanismes. Et comme je le disais tout à l'heure, ça marche beaucoup aujourd'hui par projet. Après, mais il y a des mécanismes qui existent. Après, ça reste quand même. C'est pour avoir fait le métier de fundraiser, c'est pas évident de lever des fonds pour une association. Je l'ai fait pendant 6 mois. Ça n'a pas été la tâche la plus simple. Mais donc voilà, tout dépend du cas, je pense. Et si vous aviez quelque chose à changer dans la façon dont le financement de l'économie sociale et solidaire fonctionne aujourd'hui? Une idée, une piste? Benoît. 12. Parce que ça voudrait pas dire grand-chose. Je veux dire, comment dire, l'ESS peut pas, si tu veux, il y a eu la loi de 2014 qui a changé quand même pas mal de choses dans l'univers de l'ESS, puisque désormais vous pouvez être une SAS ordinaire et vous pouvez faire partie de la famille ESS. Donc il y a déjà eu un changement assez important. Puis après on a eu l'entreprise à mission avec la loi Pacte. Puis on va avoir encore on a quelques accouskis fiscaux, vaguement un peu par-ci par-là, qui permettent d'encourager, de flécher un peu mieux de l'épargne vers cet univers, etc. Mais il n'y a pas une chose à changer. Non, si on veut changer de l'intérieur, bon, ça bouge, ça grenouille beaucoup, ça commence à bouger. ESS à l'envers, impact social et environnemental, ce qui est le mot d'ordre de faire. Mais c'est surtout sur le monde extérieur qu'il faut agir. Je veux dire, ça fait 2 ans que je rencontre des sociétés de gestion de portefeuille, donc des jeunes gens, mais alors impeccables, qui doivent être payés entre 100 000 et 300 000 balles par an. Avec un bonus uniquement sur la performance des fonds qu'ils gèrent, mais ce sont des gamins. Enfin, c'est absolument désolant. T'as vu, mon benchmark était à 3,61 et j'ai fait 3,62. Mais c'est épouvantable. Et culturellement, c'est des gens qui savent pas sortir des PowerPoint et des tableaux Excel. Ils ont jamais vu la vraie vie telle qu'elle est. Et l'ESS, pour eux, ça se passe sur la planète Mars. Et donc, s'il y a un changement à faire dans l'ESS, c'est par l'extérieur qu'il faut introduire ce changement. Oui, bien sûr, oui. Attends, je voulais rebondir. Non, vas-y. Okay. Ouais, je te rejoins complètement. Moi, peut-être plus un souhait, c'est que si on arrive à sortir de notre niche et à grandir et à se généraliser, tout l'enjeu, c'est de pas perdre la mission initiale. Et ça, il y a plein d'exemples de sociétés de l'économie sociale et solidaire qui, en grandissant, se sont un peu perdus en chemin. Donc, le vrai enjeu, c'est ça, c'est arriver à grandir et sans se perdre. Donc, c'est plus un souhait qu'autre chose, et avec la limite, comme je disais, que récemment les choses très radicales. Moi, je prône vraiment je prône qu'on fasse tous les efforts pour rester radicaux jusqu'au bout et jusqu'à la montée en échelle. Et ça, c'est le plus dur, c'est le plus complexe, parce qu'il faut faire appel à des compétences et à des personnes qui sont peut-être pas issues de ce milieu-là, et s'assurer que ces personnes sont bien dans cette mouvance-là. Il faut faire appel à des fonds. Comment on fait pour trouver, encore une fois, on en revient au sujet du financement, comment on fait pour trouver cet argent-là? On a parlé des fonds 90-10 qui est un super outil, parce qu'il permet enfin à l'échelle de faire passer donc 10% de ces montants qui sont collectés directement dans l'économie et fléchés vers l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a un mais. Le pendant de ça, c'est que les 90%, et je ne parle pas de ce qui est labellisé par Finansol, mais les 90%, ça reste sur l'économie conventionnelle, sur des vecteurs cotés. Alors, je t'arrête. On va avoir un débat. Il va y avoir un... C'est pas un débat, c'est juste une information. La définition des fonds ISR, la définition des fonds 90, c'est que ce sont des fonds appelés solidaires, qui n'est pas une appellation réglementaire, mais qui sont des fonds solidaires. Et la définition des fonds solidaires, c'est qu'il y a effectivement entre 5 et 10% qui sont affectés
Habitat Humanisme, France Active, un tel, enfin, qui sont dans le SS, et les 90% doivent être générés ISR. Oui, et Donc, ISR, il y a eu un débat, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, il y a eu un débat sur ISR, et parce qu'il y avait encore jusqu'à il y a plus de longtemps pétrole dans l'ISR. voilà, des énergies fossiles, et maintenant c'est plus le cas, donc on rassure tout le monde. C'est une évolution récente. Donc c'est un outil qui va vers le mieux. Mais ce que je voulais illustrer par là, c'était que finalement, pour aller chercher, puisque 10% de beaucoup d'argent, ça fait à l'échelle de l'ESS énormément d'argent. Et ça, c'est possible, mais en faisant certaines concessions, c'est ce que je voulais dire. Et donc du coup, c'est trouver cette ligne de crête entre les concessions nécessaires à faire pour arriver à changer d'échelle et ne pas se perdre au passage. Des messages au pouvoir public sur ce qu'il faudrait changer? Peut-être parmi les sources de financement dont on n'a pas peut-être moins parlé parce que pas représentées ici et qui sont en effet le financement par les acteurs publics. Aujourd'hui, c'est un sujet, c'est presque un non-sujet. Et moi, je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est je suis membre de la plateforme RSE et on était censé travailler dans un de nos rapports sur les acteurs publics en général. Et en fait, on s'est beaucoup concentré sur la commande publique qui aujourd'hui a quand même des marchés réservés pour l'économie sociale et solidaire sur certains, sur les acteurs culturels de santé notamment, et après des gros marchés réservés, j'allais y venir sur les sujets d'insertion, notamment secteur adapté et protégé ou secteur de l'insertion en général. Mais en fait, on a complètement occulté la partie aide publique. Et moi, je suis élue à la mairie du 18e arrondissement à Paris aussi, et on se pose assez peu aussi la question de l'impact, enfin de l'impact des associations et de ce qu'elles font bien sûr, mais de leur fonctionnement par exemple ou de la gouvernance. Et donc c'est pour moi un sujet majeur à travailler. On parlait tout à l'heure de la Caisse des dépôts par exemple qui finance de plus en plus, mais avec des objectifs de rentabilité qui sont pas petits non plus sur certains projets. Enfin en tout cas. Oui, non mais heureusement qu'elle est là. Mais ce que je veux dire, c'est ça pollue. Cette caisse d'investissement évolue significativement quand même depuis. Non, elle depuis 2 ans. Mais oui. ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore, à mon avis, pas mal à faire sur le financement public sur ces différents sujets. Il n'y a plus d'argent, donc c'est plus difficile de le donner. Tout à fait. Antoine? Peut-être juste, enfin, si on veut parler de message, moi, c'est juste, parfois, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on voit l'écologie et l'environnement comme un recul, finalement, de nos modes de consommation, comme des freins, etc. En réalité, quand on regarde les chiffres, 50% du PIB mondial dépend des ressources naturelles. Donc en fait, si on ne s'attaque pas à ces sujets-là suffisamment tôt, on va les subir en fait. On va les subir de plein fouet et c'est la situation dans laquelle on se dirige. Alors, avant de prendre quelques questions, parce que j'imagine qu'il y a des questions dans la salle, je vais vous proposer un dernier tour sur un partage d'une success story, une belle histoire que vous avez envie de raconter. Oui, en 2 minutes, ça mériterait 2 heures de récit, une épopée extraordinaire. Quand j'ai créé la SIFA, la Société d'investissement de France Active en 1990, il y a 2 braves garçons qui étaient travailleurs sociaux, assistants sociaux et travailleurs de rue dans la banlieue de Dijon, qui sont venus me voir un an après en disant voilà, on a créé une petite boîte, on commence à faire des trucs par-ci par-là on embauche des jeunes parce que nos jeunes, tu vois, on les accompagne, puis ils trouvent pas de boulot. Et j'ai dit, bon, très intéressant. Alors, on fait jardinage, déménagement, un peu de menuiserie, machin, truc chouette, etc. Les métiers qui ne demandent pas de qualification, qui ne demandent pas un outillage considérable, qui sont pas trop risqués, pas trop dangereux. Et les 2 gars en question, donc, on créé cette boîte tout à fait à la fin des années 80. Et ils venaient me voir en 91 ou 92. Bon, moi, j'étais complètement naïf, mais l'investisseur de l'ESS qui met des fonds propres dans des entreprises de blablabla. Et à l'époque, les entreprises d'insertion par l'activité économique étaient majoritairement des associations. Et eux, c'était créé en société commerciale dès le départ. Donc ça veut dire que culturellement, pour les travailleurs sociaux, c'était pas mal. Hein. Culturellement, ils étaient déjà dans un truc bon. Et donc, on a participé à une augmentation de capital
toute petite boîte. Il y avait 12, 18, 25 clampins avec 2-3 chefs d'équipe par-ci, par-là, etc. Aujourd'hui, Groupe ID, donc cette entreprise d'insertion par l'activité économique, fait 55 millions de chiffre d'affaires, enfin total produit. La totalité des financements publics de l'insertion par l'activité économique, je veux dire, c'est pas des subventions, c'est de l'argent public qui vient compenser la sous-productivité des personnes sans qualification et le surencadrement, puisque quand vous avez une équipe à 8 dans une entreprise normale, ben là, c'est plutôt une équipe à 4. Ça représente que 14% du total produit de l'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment, pour remettre des gens au boulot à la sortie, c'est vraiment pas cher payé. Hein. L'argent public, là, il est bien utilisé. Voilà, 55 millions l'année dernière, un peu plus cette année. Et puis là, ils sont en train de discuter avec un des grands mondiaux des services, dont je ne vous donnerai pas le nom parce que l'affaire n'est pas encore faite, mais en disant, bon, on va créer une joint venture sociale entre notre brave entreprise et puis ce groupe de services. Alors, je les surveille donc depuis 25 ans, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a eu 2 années où ils ont eu un résultat négatif. Les autres, ça va, c'était un peu au-dessus de zéro, un peu à zéro, un peu plus, un peu moins, etc. Mais la boîte gérait parfaitement. Quoi. Et donc, la société d'investissement de France Active, donc j'avais créé en 1990, donc c'était un de mes premiers gros dossiers, est actionnaire depuis 1992. Voilà. C'est une belle histoire, non? Ah, pardon. 3400 personnes qui passent dans l'année dans cette entreprise. 3400 personnes qui sont en difficulté, vraiment en difficulté à l'entrée et qui vont vraiment beaucoup mieux à la sortie. Tout ça, vérifié, contrôlé, audité, etc., etc. Voilà. Une autre belle histoire de financement pour montrer que c'est possible. Alors, on a financé 300 entreprises et coopératives, donc je ne sais pas si je vais choisir une ou deux histoires. En tout cas, vous avez croisé peut-être ce matin Télécoop qu'on a contribué à financer. On a aussi financé l'Hermitage. Donc, moi, je pense ce qui est le plus satisfaisant, en tout cas, c'est d'être là encore au bout de 9 ans avec une mission qui n'a pas bougé depuis le début. Et d'avoir réussi, je pense, un des accomplissements de l'ITA, on parle d'autant plus librement que j'y étais pas, c'est d'avoir créé Rift et qui est une sorte d'extension quasiment de service public pour mettre de la transparence. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on est fier, quoi. Fanny, Antoine. Success stories de financement, je vais peut-être pas en avoir, mais Ou un rêve, hein, pour l'opération milliard. d'avoir 1 milliard, et puis d'après d'en avoir 2, et puis après d'en avoir 3. En tout cas, sur l'opération milliard, on est super fiers. Aujourd'hui, on s'est lancé fin mars, on a déjà 700 adhérents. Enfin, on sent justement cette motivation de se fédérer, de faire ensemble, d'agir. De gens qui se rencontrent, qui se croisent, qui viennent des mondes différents. Et ça, je trouve que c'est en tout cas une jolie histoire humaine aussi, au-delà de l'objectif d'aller chercher cet argent. Je trouve ça chouette aussi qu'on parle d'argent, parce qu'on est dans un monde, en tout cas quand on est sur ces modèles économiques-là, ce fonctionnement qu'on veut différent, souvent l'argent c'est sale et on n'en parle pas, or on en a besoin. Et donc je trouve ça chouette aussi qu'on parle ouvertement d'argent et du fait qu'on en ait besoin pour financer nos projets. Donc je ne sais pas si on peut dire que le milliard est déjà une success story, mais en tout cas c'est une belle fierté de voir toutes ces humaines et tous ces humains se fédérer pour aller chercher au moins 1 milliard et peut-être plus, sûrement plus. Concernant One Person for the Planet, je vous disais tout à l'heure que c'est un collectif mondial avec 5000 membres. Peut-être la fierté, c'est de se dire qu'en France, on est le 2e plus gros contributeur. Donc, on est le seul pays après les États-Unis à avoir une équipe, finalement, un staff à part. Depuis 2004, le premier membre français, on a collecté 62 millions d'euros en France. Et tout ça, en fait, finalement, quand on regarde les chiffres, à 80-90%, c'est des TPE et des PME. C'est finalement des petites entreprises majoritairement qui vont contribuer à ce... Là, on vise les 100 millions en France d'ici 2026. Donc, ça se rapproche relativement vite. Et
Et voilà, c'est ce qui est beau finalement, c'est que c'est une communauté qui est composée. Donc, si vous avez des entreprises, si vous connaissez des entrepreneurs, etc., sachez que c'est vous qui choisissez les projets environnementaux. Nous, on est là pour conseiller, on est là pour vérifier que les entreprises font bien leurs dons chaque année. Mais ce sont les entreprises qui vont choisir les projets, que ce soit agriculture, océan, forêt, etc., etc. L'autre, et je terminerai là-dessus, c'est on a un événement annuel. Si les sujets environnementaux vous intéressent, je vous invite à le suivre. Ça s'appelle les Rencontres pour la planète. Ça a lieu cette année les 15 et 16 octobre. On sélectionne parmi nos associations 40 projets environnementaux sur toutes les thématiques. Ils vont pitcher devant des mécènes pendant 2 jours. Et l'année dernière, il y a eu 1,2 million de collectés en 2 jours pour les projets environnementaux. Voilà, donc vous pouvez les voir sur le site. Vous verrez les projets de l'année 2023. Merci à vous. On va vous proposer de prendre la parole également dans la salle et de poser vos questions. Là. Si on pouvait faire une homme, une femme sur les questions, ce serait chouette. Les micros, s'il vous plaît. Faire un homme et une femme sur les questions, ce serait chouette. Parce que pour l'instant, on n'a entendu que ma voix féminine. Ça résonne énormément. Il faut se mettre près des amplis pour pouvoir entendre. J'ai beaucoup apprécié. Alors, je suis arrivé au milieu, donc je n'ai pas ton prénom. En tout cas, pardon, Fanny. Et revenir sur cette question de la compétition et de la coopération. Et actuellement, depuis 2-3 ans, c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Ça mériterait de porter l'attention sur ce qui se fait au niveau institutionnel avec l'ADEME et qui a été rejoint par l'ANCT et l'IGN sur un appel à commun. Est-ce que déjà des personnes ont entendu parler d'appel à commun? On parle souvent d'appel à projet, d'AMI, et on sait ce que ça donne avec tous les effets délétères. Et là, tout d'un coup, ils ont réussi ce tour de magie. Enfin, une des personnes qui s'appelle Gabriel Plassa, qui a l'initiative de cet appel à commun, qui a été missionné par l'ADEME, de faire entendre à cette institution qui date déjà de l'ADEME que on pouvait imaginer de faire en sorte que des personnes, enfin les acteurs, puissent œuvrer ensemble dans un mode où il y a un socle de confiance qui est mis en place, puisque tout ce qui est produit sera sous licence open source en CC by SA. Et pour moi, ça change complètement. C'est une porte entrouverte, hein. On est bien d'accord. C'est quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, pas davantage en termes de financement. Mais ça ouvre quand même certains espaces et ça mériterait davantage de porter l'attention là-dessus. Parce que c'est ça qui manque souvent. On parle beaucoup de coopération, mais quel est le socle juridique pour qu'il y ait vraiment une véritable coopération? Je suis en lien avec pas mal d'acteurs de la transition et c'est quelque chose qui est rarement visité. Tout le monde veut faire du commun, mais comment faire du commun s'il n'y a pas au moins, puisqu'on est dans cette société, de créer ce socle de confiance, quoi. Voilà, je voulais évoquer cette approche. Une réaction? Si vous voulez répondre. Ouais, sur le sujet de la coopération, j'ai un élément concret que j'ai appris récemment, que je savais pas, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez Météo France et qui nous disait que le premier sujet de coopération à l'international, c'était la météo, parce que les pays étaient interdépendants et ils avaient besoin de données, d'avoir des données dans un rayon de 5000 km. Donc finalement, tout dépend du sujet. Je pense que quand les gens réalisent, il faut réaliser l'ampleur des enjeux, en fait, finalement, pour pouvoir s'attaquer à ces sujets de coopération, parce que c'est vrai que c'est pas forcément dans la nature de l'économie elle-même et même dans notre nature à nous, hein. Je vais faire un comparatif assez particulier, vu qu'on descend des primates, mais il y a une série qui s'appelle sur les chimpanzés on a quand même entre 95 et 100% d'ADN, 99% d'ADN en commun avec les chimpanzés. Et quand on regarde les
même les bandes, il y a des bandes rivales. Donc c'est un sujet finalement assez complexe, je pense, la coopération, mais qui nécessite peut-être effectivement une structuration et surtout une stratégie d'alliance par rapport aux enjeux auxquels on fait face, quoi. Une autre question. Alors, on avait proposé un homme et une femme, hein. Je vais faire d'autres questions. Oui, bonjour. Donc, Jérôme Justy, je suis avocat. Je suis comme Fanny, ambassadeur de l'opération Milliard. Et donc, je suis avocat et depuis 30 ans, j'accompagne des entreprises dans l'économie capitaliste et l'économie sociale et solidaire. Et je peux faire des comparaisons. Et en termes de financement ou de premier ticket, il y a des sommes qui ont été avancées. Vous allez jusqu'à 5 millions, je crois. Monsieur, vous me parlez de 100 millions étant un objectif. En France. En France. En France, c'est 600 millions de dollars depuis la création aux États-Unis dans le monde. Alors, il faut savoir que le premier ticket d'entrée pour des ratatines ordures ou des repas limaces, comme dirait Boris Vian dans sa chanson Le Progrès, sont financés 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions d'euros pour le premier tour. Nous cherchons 1 milliard. Comment vous expliquez la différence entre 5 millions pour vous au maximum et 100 millions pour vous en France? Alors, moi, 5 millions, c'est la limite légale. Et je pense que c'est pas comparable aux 100 millions. C'est la limite légale. 5 millions, en fait, on peut pas faire de financement participatif sur. Donc, c'est pour merci de me permettre de préciser. Donc, c'est pour une entreprise sur un an. 5 millions maximum. Voilà. Et donc, on a fait, par exemple, Tote qui fait du fret à voile, ou qui construisent des bateaux à voile pour transporter du fret à la place des hypertankers. On a fait 5 millions l'année dernière, 5 millions cette année. Donc, voilà. Et au global, on a fait 150 millions depuis la création. Peut-être à comparer aux 100 millions, je sais pas, les 100 millions, c'est... Là, il me semble qu'on parle de projet. Chez nous, c'est plus un cumul. Si on fait un focus sur l'année 2023 en France, c'était 12 millions d'euros qui ont été collectés par les membres. Donc, en fait, la direction de 100 millions, il y a aussi un enjeu de communication, hein, clairement, parce que l'idée, c'est que le message soit véhiculé et que ça donne envie aussi à d'autres entreprises de rejoindre le mouvement pour financer des projets environnementaux. Donc, c'est un chiffre. Et après, effectivement, là, on était plus sur un chiffre projet, quoi. Je pense qu'il y a un sujet aussi d'un shift culturel et sociétal. Quand on met 10 millions d'euros sur certains projets au premier tour de l'économie capitaliste classique, notamment sur des sujets de tech et digital dont je parlais tout à l'heure, c'est parce que, 1, c'est sexy, 2, on nous dit que c'est sexy, et que derrière, les taux de rentabilité sont censés être très forts. Et donc, on va mettre beaucoup plus et on va prendre plus ce risque-là, que nos projets sont sexy pour nous, mais peut-être pas encore pour tout le monde, qu'on a l'impression qu'ils sont plus risqués, alors que c'est pas forcément plus le cas d'ailleurs, et que donc on va peut-être avoir des enveloppes plus petites. Et c'est pour revenir sur le sujet de la coopération. Moi, je suis ravie de cet appel à commun de l'ADEME, mais il y a encore énormément de travail. Et à nouveau, quand je parle de shift culturel, on est tous socialisés avec un sentiment de compétition. On est tous socialisés à l'école pour être le premier de la classe. Nous, les femmes, encore pire, en compétition les unes avec les autres, vous imaginez pas comment. Donc, en fait, il y a pour moi un vrai pensée culturelle et sociétale énorme à faire pour qu'on réussisse à faire que nos projets soient aussi sexy, financés autrement, etc. Et sur les communs, c'est majeur. Moi, en tant que dirigeante d'entreprise, quand je dis que je suis pas en concurrence avec mes concurrents, c'est catastrophique. Quand je dis que chez Bayerway, on fait nos grilles de salaire, on a fait nos grilles de salaire en jetant des post-it dans un carton et en se disant tous, c'est quoi le salaire qui me semble juste les uns pour les autres? Et nos grilles de salaire sont complètement transparentes et il n'y a aucun salarié de Bayerway qui va venir me demander une augmentation tout seul dans mon bureau parce que ça n'est pas possible et que si tout le monde est augmenté, tout le monde est augmenté. Quand mes consultants disent ça à leurs potes dans des entreprises classiques, ils hallucinent. Mais ça, c'est un shift culturel qui, à mon avis, est majeur et qu'on a besoin de travailler pour faire autrement et financer autrement au final, quoi.
Du coup, j'avais pas, je pense que j'avais pas compris ta question, donc maintenant ça y est, j'ai compris. Donc en fait, si la question c'est effectivement pourquoi certaines entreprises qui ont à peu près le même niveau de maturité d'activité lèvent plus que d'autres, moi je te rejoins Fanny sur le fait qu'il y a tout un, enfin aujourd'hui le capital investissement, ce qu'on appelle le venture capital, donc le capital risque, ceux qui investissent vraiment quasiment au début de la vie des entreprises. Mettre des montants gros et de plus en plus gros, avec des perspectives de revendre à d'autres personnes qui croient dans le fait que l'entreprise va pouvoir grossir et ensuite pouvoir vendre à d'autres encore plus gros. Donc on est sur un château de cartes en fait, c'est une espèce de pyramide de Ponzi qui en plus a déjà eu lieu. Ce qui est un peu le plus troublant là-dedans, c'est que dans les années 2000, il y a eu l'explosion de la bulle Internet. C'était en bourse, mais c'était déjà le même principe. C'était des promesses basées sur assez peu de choses. Dans lesquelles tout le monde croyait, et une bulle spéculative se formait autour de ça, et ça faisait des valorisations d'entreprises qui explosaient. Et ensuite, une fois qu'on était très haut, tout le monde se rendait compte que l'entreprise elle-même, elle générait pas de trésorerie, et donc du coup, tout éclatait. Et le gros problème, c'est que depuis, on va dire 5 ans à peu près, ce mouvement est revenu, non pas en bourse, mais à travers le capital investissement, donc le non-coté. Et donc, les fonds d'investissement sur le non-coté, soit par aveuglement, soit par cynisme, vont investir des gros tickets en se disant, si j'investis le plus gros ticket, j'ai le plus de chances que ce soit mon entreprise qui, derrière, puisse faire un autre tour de financement avec d'autres acteurs qui vont me sortir plus cher. Et donc, c'est ici, et donc, au passage, on détruit de la valeur. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui passe dans du temps humain, dans des coûts qui à la fin ne produisent pas. Alors même si l'objet de l'entreprise est intéressant, parfois on n'y arrive pas. Et puis souvent c'est des objets d'entreprise qui sont pas intéressants aussi, au sens de la transition écologique et sociale qui n'apportent pas. Sont pas du tout, qui pensent pas du tout leurs objets en tant que transition écologique et sociale. Donc voilà, pour moi le drame, pour répondre au point, le drame est là. Et je te rejoins. Comment on explique cet écart-là? On l'explique comme ça et c'est pas bon. Il faut qu'on change. D'autres questions? Allez-y. Décidément, les femmes ne veulent pas prendre la parole. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était une idée comme ça, mais c'est pas grave. Allez-y. Bonjour, David Cana. Alors, je suis membre subalterne de l'opération Milliard. Il n'y a pas de membre subalterne. Hein. Oui, je ne suis pas autant investi que toi. Je suis souscripteur de titres participatifs chez l'ITA, etc., etc. Ah oui, quand même membre du MOVES, qui est aussi une organisation qui promeut au moins une distinction entre différentes gradations d'engagement. Voilà. Mais je suis arrivé après, donc je suis bref, on en parlera dehors. Mais tout ça pour ne rien dire. Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé en fait, c'est gestionnaires de fonds qui ne trouvent pas les trucs. Est-ce qu'on n'aurait pas les moyens de fabriquer dans cet esprit de coopération un intermédiaire qui puisse nous représenter, etc. Voilà, je vois des gens qui trouvent que c'est une bonne idée. Et pourquoi est-ce que, du coup, ça ne s'est pas vraiment fait encore? Et aussi, j'avais une question pour vous du mouvement One Person for the Planet. Donc, j'imagine que c'est dans le cadre du mécénat, donc il y a des contraintes sur le type de soutien que vous pouvez apporter, il faut que ce soit d'intérêt général, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'avoir un effet de levier en finançant du plaidoyer pour promouvoir, alors il faut que ça rentre dans les clous, il ne faut pas que ce soit de l'intérêt particulier, mais quelque chose de l'économie solidaire et sociale pour la planète? Est-ce que c'est un truc que vous avez, parce que vous avez parlé de Reclaim Finance, je me suis dit, mais si on pouvait avoir un truc comme ça pour nous, ce serait top.
Donc, gardez 1% de vos 1% pour ça. Merci. Alors, Antoine, je te laisse répondre à la question. Vincent Benoît. Ok, merci pour cette question. Alors c'est vrai que cette notion de plaidoyer, elle est importante. On a 800 associations en France qui sont soutenues dans le cadre du 1%. Encore une fois, c'est des entreprises majoritairement qui choisissent, même si on a un fonds de dotation et qu'on est en mesure de capter les fonds pour redistribution. Et cette notion de plaidoyer, elle est hyper importante, que ce soit, je prends Convergence Animaux Politiques dans le domaine de la chasse, je prends Reclaim Finance dans le monde de la finance, je prends Zero Waste France sur les déchets, je prends Canopée sur les forêts, je prends Bloom sur la pêche industrielle. Donc on est vraiment sur cette notion de plaidoyer. On va même financer parfois des associations qui vont, par exemple, essayer de promouvoir le statut juridique d'un espace naturel pour qu'on n'ait pas le droit de le dégrader, en fait, pour que ça soit inscrit dans la loi. Donc, c'est tout à fait possible et imaginable. Après, c'est vrai que sur cette notion-là, il y a Reclaim qui fait un gros travail justement à ce niveau-là. Et après, s'il y a des manquements, de toute façon, une association pourrait venir nous voir en nous demandant des financements. On est à l'écoute à partir du moment... En fait, effectivement, il y a cette notion d'intérêt général qui est importante. Et pour qu'une association soit agréée au 1%, il faut que la mission environnementale soit avérée. Après, ça peut être du plaidoyer, bien sûr. Oui, c'est la vraie bonne question. J'avais présenté les choses de façon évidemment un peu brutale et caricaturale. En réalité, par rapport à l'époque, les débuts des années 90, l'époque à laquelle a été inventé le mécanisme des fonds 90-10, à l'époque, si tu veux, pour des gérants de fonds, regarder des petites entreprises qui en plus prétendaient faire du bien à la société, à la planète, etc. Les mecs étaient horrifiés, quoi, littéralement. Là, ça s'est quand même pas mal arrangé, d'une part. Enfin, je veux dire, tout le monde évolue, heureusement. Et effectivement, il faut arriver à trouver des compartiments intermédiaires dans lesquels l'argent, le hot money, là, refroidit un peu, devient plus calme, un peu plus pragmatique, et puis passe après sur des projets. J'en veux pour preuve, si tu veux, que la destination des fameux 5% vers l'ESS des fonds 90-10, le 5% ou le 10%, c'est plus souvent 5% ou 10%. Ça va vers des grosses institutions de l'ESS qui sont la CIFA, le France Active, le système France Active, la galaxie France Active, qui est une énorme baraque. C'est je ne sais plus combien, 600 salariés, c'est sous la protection définitive de la Caisse des dépôts et consignations, donc ça va, ça peut pas faire peur à des gérants de fonds, tu vois. Et puis après, ça va vers Habitat et Humanisme, qui est une importante fédération d'associations qui a des contreparties, si tu veux, qui fait du logement, qui rénove des logements pour y loger des personnes en difficulté, des personnes âgées, etc. Et donc là, les contreparties au financement existent, donc les mecs sont rassurés, même si les contreparties en question ne valent pas grand-chose en réalité. Mais Habitat et Humanisme collecte à la louche, un petit 25 millions d'euros par an, sans difficulté. Tu as même un des gérants des fonds d'Habitat Humanisme que je rencontrais récemment, qui me disait « Mais tu peux pas imaginer, entre le 28 et le 30 décembre, j'ai 3 gérants de fonds qui m'appellent affolés en me disant « Dis donc, j'ai pas rempli complètement mon 5%, tu peux pas me prendre 1 million là, allez, vite, prends-moi 1 million, mais avant le 31 décembre. Hein. » Oui, mais il faudra qu'il lui rende. Je te dis ça au passage, parce que... donc tu vois, ça commence à exister. T'as Terre de Liens qui a maintenant Terre de Liens, ça vous dit non, c'est acheter des terres pour installer des agriculteurs. Terre de Liens maintenant a accès à des 5% de fonds. T'as je sais pas, l'ADI, bien entendu, l'ADI a 35 ans d'histoire. Maintenant, quand ils ont besoin de 2 ou 3 millions, ben ils les trouvent sans trop de soucis et pas trop cher, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est une question à régler qui est extrêmement importante, parce que pour que les gros fleuves passent en rivière et deviennent des petits ruisseaux, puisque c'est de petits ruisseaux qu'on a besoin sur le terrain, bien entendu, eh bien, il faut effectivement tous ces intermédiaires. Voilà.
Mais cela dit, chaque épargnant qui est dans cette salle est responsable du fait de savoir s'il est chez des crocodiles, des croque-mitaines et des buveurs de sang, ou s'il est chez des gens qui prennent au sérieux la destination de leur argent et de leur épargne. Ça, c'est capital. C'est capital. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui subsistent? A priori, oui, allez-y. Alors, par contre, le micro, où est le... Merci, oui. Je vais apporter de l'eau au moulin de Fanny. Parce qu'effectivement, c'est choquant, vous êtes 5 autour de cette table, il n'y a qu'une femme. C'est pas le cas des autres tables rondes. Globalement, je trouve que c'est relativement bien équilibré sur les autres tables. Mais une fois de plus, ça prouve que les sujets entrepreneuriaux et financiers, c'est pas des sujets pour les femmes. Et pourquoi, franchement, pourquoi on a un vrai sujet sur l'entrepreneuriat et sur la finance avec le monde féminin? Les femmes ont du mal à s'intéresser à ces sujets alors qu'elles sont 100% aussi capables que les autres. Et aussi au monde de l'entrepreneuriat. Moi, je fais partie du réseau Entreprendre. Je m'occupe d'Entreprendre sur le département 93. On n'a aucun mal maintenant à avoir beaucoup de lauréats et de jeunes entrepreneurs dans le monde de l'ESS. C'est pratiquement 40% des projets. Donc, les jeunes entrepreneurs, ils sont très tournés ESS. Et ça, je trouve que c'est quand même c'est très encourageant dans le monde de l'entreprise. En revanche, on a beaucoup plus de mal à faire venir des femmes. Les femmes, on décolle pas au-delà de 30% des projets, 35%. Et franchement, il faut aller les chercher. Et donc, je pense qu'on a une mission collective d'encouragement pour les femmes, pour monter au créneau, parce qu'elles se sont évidemment d'aussi bonnes entrepreneuses que les hommes. Encore plus que de mettre en avant des projets sociaux, environnementaux, etc. Cet enjeu de parité, en particulier sur ces métiers-là, il est colossal. Voilà, c'est juste. Des réactions ou une intervention? Je pense qu'il y a un sujet sur... Enfin, déjà, le monde économique et les femmes, le fait dont on s'approprie ces sujets-là ou pas, le fait d'aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus... Enfin, je pense que c'est un sujet à nouveau très sociétal et la façon dont on se voit dirigeante ou pas. Moi, j'ai par exemple, ça fait 10 ans que je dirige Bayer et j'ai mis très très longtemps avant d'assumer le fait de dire que j'étais dirigeante. Et mon associé cofondateur est masculin d'ailleurs. Donc c'est aussi comment nous on travaille à ça, comment nous on s'empare de ces sujets. Il y a certainement un sujet, l'argent et les femmes. Je pense que c'est aussi c'est quelque chose sur lequel on doit collectivement travailler. Il y avait un super documentaire sur... alors, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Les femmes de la Terre et qui parlait des femmes agricultrices et du fait que notamment, ce sont les femmes qui se sont mises à faire la comptabilité des exploitations agricoles. Et donc, c'est elles qui ont commencé à gérer la bourse familiale à une certaine époque et donc à reprendre un peu le pouvoir aussi sur le fonctionnement. Il y a des scènes dans ce film assez dingues où on disait qu'il fallait faire le choix entre la machine à laver et le tracteur et que tant que c'était les hommes qui décidaient, on choisissait le tracteur. Et donc, madame restait à la maison faire la lessive. Donc, tout ça pour donner des exemples sur le fait que je pense qu'à nouveau, c'est un sujet sociétal sur le fait que les femmes s'emparent du sujet économique. En tout cas, au sein de l'opération Milliard, on essaie d'être le plus paritaire possible dans nos ambassadeurs, dans nos prises de parole. Mais c'est pas toujours le cas et ça reste difficile, en effet. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire un homme, une femme, etc. On a moins l'habitude de lever la main, de prendre la parole, on a moins l'habitude de parler d'argent et d'assumer aussi des rôles de direction, alors qu'on le fait, mais aussi de dire, voilà, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Ça, je pense que c'est tout un travail sociétal commun à faire. On va vous proposer de prendre une dernière question. Ah,
Bonjour, merci pour les interventions et merci mesdames pour ce rappel qui est important. Moi, je voulais vous poser la question, peut-être vis-à-vis de vos expériences, quelle est votre politique par rapport à l'argent sale j'emploie des mots un peu, dire provocateurs, mais justement l'argent qui vient de fondations ou de grandes entreprises qui, par ailleurs, sont, on va dire, contraires à nous, notre vision du monde. Comment est-ce que vous... Alors, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que c'est un non catégorique? Est-ce que vous dites c'est un mal pour un bien et on l'accepte quand même parce que nous, on va faire des choses vertueuses avec? Ou voilà, j'avais cette... Et par ailleurs aussi, j'avais aussi une petite remarque pour vis-à-vis de un peu ce mythe de les caisses sont vides pour les associations ou pour les projets de l'ESS. On voit aussi qu'il y a quand même un énorme déficit, comme vous le disiez, vis-à-vis du CESE, sur le financement public des associations qui nous recourent justement à se poser cette question de, en fait, on doit aller chercher l'argent dans les mains de ceux qui l'ont accaparé. Donc voilà. C'était un peu pour vous tous vis-à-vis de vos pratiques sur la recherche de financement, justement. Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée avant que je travaillais chez Biocop à la direction financière et la doctrine était assez claire. C'était effectivement tous les groupes qui intervenaient sur certains types d'activités et qui détenaient des fournisseurs de Biocop, on pouvait pas bosser avec eux. Ce qui pose, en fait, je parlais tout à l'heure de la ligne de crête, ça nous pose toujours face à nos contradictions, c'est-à-dire que l'arbitrage habituel, c'est est-ce que tu préfères faire quelque chose de vertueux avec des moyens qui viennent d'acteurs qui sont pas vertueux, ou est-ce que tu préfères ne rien faire? Et cet arbitrage-là, moi, je l'ai toujours pas. Comment dire? Je pense qu'il y a jamais une bonne réponse. C'est toujours contingent à plein de choses qui sont liées à la situation. Faire une politique d'exclusion complète, c'est ce qu'il y a de plus, je vais utiliser un terme un peu pur entre guillemets, mais derrière il y a la question du projet qui n'est pas financé et qui verra peut-être jamais le jour. Donc je crois que c'est une bonne question parce qu'elle a pas de bonne réponse. Je pense que le vrai argent sale, c'est celui qui est mal employé. Ça peut peut-être être ça le dénominateur, c'est de dire cet argent-là, il doit être utilisé. À partir du moment où il est fongible, cet argent-là, il doit être utilisé à des fins d'amélioration. Il ne faut pas qu'il puisse, par ricochet, servir du greenwashing à des acteurs qui disent en fait, regardez, on fait tant de millions, mais ça représente 0,1%, mais ils mettent ça bien en avant. Ce serait du coup un mauvais emploi de l'argent. Mais sous condition que cet argent soit bien employé et sans effet de greenwashing, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à le prendre en prenant les meilleurs, la meilleure sécurité, quoi. Mais je suis pas satisfait à 100% par cette pensée non plus. Antoine, je t'en prie. Ouais, merci pour cette question, parce que chez nous, c'est un point qui est hyper important. En fait, déjà, on a des secteurs d'activité qui sont automatiquement exclus. Donc, les énergies fossiles, l'armement, le tabac, etc. Et quand il y a des questions qui sont délicates, où on tranche, on a un comité éthique avec un conseil d'administration. Et ça nous est arrivé récemment, on a refusé une entreprise de cosmétiques que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été impliquée dans le projet de la 69. Enfin, c'est une entreprise que vous connaissez sûrement. Mais donc, du coup, quand il y a des... Quand il y a des sujets comme ça, en tout cas chez nous, soit c'est automatiquement exclu, soit quand il y a des questions, ça passe en comité éthique. Et en fait, nous, on ne veut pas du tout, déjà d'une part, accepter des entreprises, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir cette notion de greenwashing qui pourrait leur permettre de continuer des activités parfois mortifères. Donc voilà, c'est un gros point de vigilance au sein du 1%. Ouais, c'est super difficile parce que l'argent, il est là aujourd'hui. Enfin, il est quand même majoritairement là. En tout cas, dans l'opération Milliard, on se pose justement très clairement ces questions et on va se fixer un cadre de savoir d'où vient l'argent.
Et c'est pour ça aussi qu'on interroge beaucoup, enfin, on fait une enquête auprès des épargnants pour savoir aussi, eux, est-ce que c'est quelque chose d'important et dans quel cadre ils veulent se mettre. Après, je sais que dans mes activités de conseil, par exemple, on discute avec l'ensemble de l'équipe sur certaines missions qui pourraient nous arriver en disant est-ce qu'on a envie de les prendre ou pas. Moi, j'ai une position qui est... je pense qu'il faut aussi changer le système de l'intérieur. En tout cas, c'est ma ligne et économique et politique. Donc, je fais du conseil aujourd'hui pour des entreprises que je pourrais qualifier dans mon activité militante de salle. Et pourtant, je vais chercher de l'argent chez eux puisqu'ils me payent pour faire du conseil. Mais par contre, sur certains secteurs ou certaines entreprises, on se pose la question et on en discute ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas d'espèce de ligne rouge. Il y a plutôt des échanges et des discussions avec l'équipe sur... Et puis aussi, on en est où de la situation financière du cabinet à ce moment-là? Est-ce qu'on a besoin d'argent ou pas? Est-ce que ça met en péril notre activité? Enfin, toutes ces questions-là qui sont pas toujours si simples que ça. Mais en tout cas, donc ça, c'est plutôt mon activité personnelle. Dans le cadre de l'opération Milliard, on va se poser un cadre justement de savoir d'où vient l'argent et qu'est-ce qu'on se met comme limite. J'aime bien répondre en dernier parce que au moins, on a déjà introduit suffisamment de nuances pour que je dise à mon tour qu'il n'y a pas de réponse unique à la question que vous posez. Je veux dire, pour reprendre l'exemple de Total Energy que j'ai déjà cité 3 fois, mais parce que désormais, cette entreprise symbolise littéralement le refus, enfin, d'énormément de citoyens, d'épargnants, mais aussi d'actionnaires, etc. Mais le refus de continuer à être présent au capital d'entreprises qui fait du mal à la planète. Cela dit, si Total Energy obéissait aux injonctions de Reclaim Finance dont on a parlé tout à l'heure, c'est qui dit ouais, plus un seul puits de pétrole, gna gna gna, etc. Et ben, c'est les Chinois qui feraient à la place de Total. Total Energy finance énormément, sous forme de mécénat, de philanthropie, de formes philanthropiques diverses, des chaires universitaires qui contribuent à une recherche. Et d'ailleurs, certaines universités commencent déjà à refuser des financements de Total sur telle ou telle chaire académique, etc. Et enfin, argument d'un de mes collègues où on regardait ensemble le catalogue d'un des fonds qu'on devait labelliser ou pas, il me dit, mais attends, arrête de parler de l'offre, parle de la demande. Tant qu'il y aura des gens en bagnole en France, et singulièrement des gens qui ont peu de moyens financiers, qui ne peuvent pas se payer une voiture électrique jusqu'en 2035 ou 2040, tant qu'il y aura autant de gens qui ont besoin de leur bagnole tous les jours et qui ont peu de moyens financiers, bah, Total continuera à leur fournir du pétrole. Enfin, et ça serait absurde de couper de cette ressource. Je vous avoue que j'ai du mal à avoir une opinion ferme sur ce genre de questions théoriques. Je pense qu'il y a un mal et un bien qui se mélangent intimement et qu'il s'agisse de cette entreprise ou de quelques autres, sauf évidemment. Mais ça, on connaît ça par cœur. Quand on regarde des fonds d'investissement, il y a un préfiltre qui consiste à dire pas d'armes, pas d'alcool, pas de tabac, pas de ceci, pas de cela, etc. Et encore parmi les armes, on trie pas de phosphore blanc, mais des mitrailleuses, oui, pas de ceci, mais etc., etc. Enfin, et donc, c'est très difficile d'avoir une réponse sur l'argent, dit sale. Pas de drogue, évidemment, mais sur l'argent que nous qualifions, nous militants, de sale. C'est trop prudent hein, comme réponse. Je peux pas faire mieux. Juste pour compléter du coup, puisqu'on est dans un bâtiment où on parle d'utopie et il y a marqué utopie réalisée. En fait, la question de fond, c'est effectivement cet argent sale ou cet argent mal acquis d'une certaine manière. En fait, il y a l'élection de sa légitimité. Finalement, Total Energy qui se vante d'investir un tiers de son argent dans des projets
d'énergie renouvelable, etc., ou qui fait des donations, c'est le plus gros, etc. Et c'est vrai factuellement. Le problème, c'est qu'il le fait avec de l'argent qui a été, si on comptabilisait tout, qui a été fait avec de la destruction de valeur. Quand on parle du commun, c'est grâce à de la destruction de valeur. Donc la vraie question, c'est comment la collectivité pourrait se réapproprier cet argent-là, c'est-à-dire en gros aujourd'hui par des mécanismes qui existent déjà, par l'impôt, par la surtaxe des profits, et du coup utiliser cet argent, donc qui ne serait plus l'argent directement sur Total, mais de l'argent réapproprié par la collectivité pour ensuite le réinjecter dans les entreprises vertueuses. Et comme ça, on aurait plus ce côté Total décide de financer tel ou tel acteur. Voilà. C'est une idée. Écoutez, je vais vous remercier tous. Je suis ravi d'avoir pu participer. On va remercier tous les participants, Fanny, Antoine, Benoît, Clément, pour ces interventions, vous bien sûr, et puis l'organisation aussi du festival. Voilà, on est à votre disposition si vous avez encore quelques questions. À très bientôt. Merci.